Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. 24 heures en Alsace vous est présenté par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonsoir à tous, vous regardez Alsace 20, c'est l'heure de 24 heures en Alsace et nous sommes ensemble pour une heure de direct. Au programme ce soir, nous allons vous présenter une start-up strasbourgeoise, elle s'appelle Physimed. Elle parle de rééducation du périnée, c'est Vera Bossiac, notre chroniqueuse, qui nous en parlera avec son invitée Evelyne Anne. Vous découvrez en images Delphine Vespizer, elle est allée à la rencontre de passionnés d'Urbex. Et puis dans le reste de cette émission, nous recevrons en plateau deux invités. La première nous parlera du métier de consul en Alsace. Il s'agit de Ouria Yousfi, elle est consul d'Algérie. Et puis nous recevrons également Hélène Drouard qui a écrit un livre sur les adolescents. Balance ton ado, elle nous en parlera dans quelques instants. Mais tout de suite, place aux infos, Cécile Motz. Bonsoir à tous, les informations de ce mercredi 9 octobre. Quel avenir pour le miel alsacien face à la disparition des abeilles? Les apiculteurs tirent la sonnette d'alarme et appellent à une grande mobilisation le 22 octobre. Un peu d'histoire, vous découvrirez l'enceinte médiévale de Sainte-Madeleine restaurée. Le mur a été refait à neuf. Et pour finir, si vous avez envie de partir en vacances, de nouvelles lignes sont proposées depuis l'aéroport de Strasbourg, direction Barcelone ou les îles Canaries, à vous de choisir. Mais pour commencer, le procès de Anne Baldins et Patrick Franck n'a finalement pas eu lieu. On vous les présentait hier. Les charges contre eux sont donc abandonnées. Les deux militants du groupe ANV COP21 de Mulhouse avaient décroché en mars dernier le portrait d'Emmanuel Macron à la mairie de Wittelsheim. Le procès n'a donc pas eu lieu, mais le procureur peut reconvoquer les deux anciens prévenus pour un autre motif. En attendant, tous deux continuent de dénoncer l'inaction du gouvernement face au changement climatique notamment. Un point sur les municipales maintenant, à 5 mois du premier tour. Les candidatures se précisent. Samedi, Jeanne Barséguian a été désignée tête de liste du groupe des Verts, Strasbourg Écolo et Citoyenne. Du côté des Républicains, c'est Jean-Philippe Vetter qui a été nommé hier par la Commission nationale d'investiture du parti. Pour eux, les années se suivent et se ressemblent. Il s'agit des apiculteurs. Entre perte de ruches, froid et canicule, 2019 est une année noire pour eux. Seules 10 000 tonnes de miel devraient être produites en France. C'est 3 fois moins qu'il y a 25 ans. En Alsace, les apiculteurs annoncent une production largement en baisse. Seul un quart de leur miel arrivera sur nos étals. Nous sommes allés les rencontrer. C'est aussi faible. C'est un nucléaire que j'avais fait assez tardivement. On va espérer qu'il passe l'hiver. Qu'elle passe l'hiver, c'est tout ce que Claude espère pour ses abeilles. Ici, du côté du pays de Hanau, ce passionné prend soin de 80 ruches. Mais cette année, les pertes sont considérables. Déjà, niveau printemps, il faisait très froid pendant longtemps. Après, les ruches, elles étaient belles. Par contre, il y avait un grand manque de nourriture. Et puis, il y a eu la canicule. D'abord froid, puis trop chaud. On a eu des pertes de ruches qui sont mortes de faim. Cet automne, ça m'inquiète un peu parce qu'il faisait encore trop sec en septembre. Ils n'arrivaient pas à trouver trop de pollen, pas d'humidité. Et donc les abeilles avaient beaucoup de mal pour trouver nectar et pollen. Donc on n'a pas eu un bon développement pour passer un hiver serein. Il y a des années comme ça, j'espère qu'il n'y en a pas une deuxième ou une troisième qui suit, parce que sinon le miel en Alsace il va faire se raréfier d'une façon brutale. Claude produisait en moyenne 45 kg de miel par an, mais cette année, il ne pourra en vendre que 12 kg maximum. Comme lui, 98% des 4000 apiculteurs alsaciens ne sont pas des professionnels. Pour ces amoureux des abeilles, la situation se tend. Cette année, 10% au moins des sapins et des épicéas sont morts dans le massif, 25% des hêtres dans le Jura. Donc effectivement, la sécheresse récurrente plus les montées en température caniculaires nous laissent augurer le pire. Est-ce qu'il sera temps de mettre en place dans les massifs des arbres qui pourront fournir du miela et du nectar, c'est la grande question. Quant au milieu agricole, ils vont être obligés forcément de s'adapter au réchauffement climatique. Et il est probable que on voie apparaître de nouvelles cultures dans notre région, avec peut-être de nouveaux miels à la clé.
Y aura-t-il bientôt des cultures de lavande dans nos campagnes alsaciennes? Rien n'est moins sûr. Une certitude en revanche, la présence des apiculteurs devant le Parlement européen le 22 octobre. L'objectif, demander une politique agricole juste et respectueuse de l'environnement. Et en plus des apiculteurs, une quarantaine d'associations sont également appelées à participer. Nouvelle étape dans la construction du grand contournement ouest. Le premier tronçon de 150 mètres a été posé sur le viaduc de Vendenheim. Les travaux vont encore durer plusieurs mois. Sur place, ce matin, une vingtaine de militants anti-GCO étaient présents pour manifester leur opposition au projet. Gilles Kounz. Vous ne le voyez sûrement pas, mais cette structure imposante gagne mètre par mètre. C'était ce matin un moment symbolique pour le chantier du futur contournement ouest de Strasbourg, avec la mise en place du premier tronçon du viaduc de Vendenheim. Ce viaduc est constitué d'une charpente métallique qui a été montée sur cette plateforme où on se trouve. Et donc aujourd'hui, avec un système de treuil, nous allons lancer cette charpente métallique sur les appuis du futur viaduc. La charpente pèse plus de 400 tonnes, mesure 150 mètres et avance de 40 mètres par heure. Son objectif, atteindre la deuxième rangée de piles posée derrière le canal de la Marne au Rhin. Il faut vous imaginer que l'ouvrage est posé sur des équipements spécifiques en métal, surélevé d'une plaque de téflon. Donc le téflon, c'est un matériau très glissant. Donc en fait, ce qu'on va faire, on va glisser le pont sur un matériau glissant. Et derrière, pour que ça glisse, on utilise tout simplement du savon. Donc le pont est accroché à son extrémité arrière à un treuil qui permet de tirer le pont en avant. Donc en fait, vous ne faites que tirer un bout de métal sur du savon. Une vingtaine de personnes étaient mobilisées pour cette première opération. Les prochaines phases vont s'enchaîner. Le viaduc de Vendenheim, d'une longueur totale de 450 mètres, devrait être complètement terminé fin 2020. Barcelone, Marrakech, Palma de Majorque et les îles Canaries, voilà les 4 nouvelles destinations proposées par la compagnie aérienne Volotea au départ de Strasbourg. Implantée dans la capitale alsacienne depuis 2015, Volotea y réalise 10% de son trafic. Avec ses 19 destinations, elle est la première compagnie de l'aéroport d'Ensheim. Pour 2020, le transporteur espagnol augmentera de 7% le nombre de places disponibles au départ de sa base alsacienne. On écoute Pierfrancesco Cariono au micro de Adrien Labi. La démonstration, effectivement, qu'on est une compagnie vraiment de Strasbourg sont les résultats. Cet été, on a transporté vraiment jusqu'à le début plus que 400 000 personnes avec des taux de remplissage de 94%. Et ça sont vraiment la démonstration que Volotea est vraiment un acteur de l'économie locale et tous les clients ils sont vraiment beaucoup de confiance avec nous. Pourquoi ça marche? C'est vraiment le dynamisme de la ville, le dynamisme de la région qui fait ces résultats exceptionnels et nous qui continuons effectivement d'investir et à contribuer au dynamisme et à l'attractivité de la ville. Vous êtes sûrement passé devant sans le remarquer, caché par la végétation et endommagé par les siècles, des rénovations s'imposaient. Le mur d'enceinte de Sainte-Madeleine est l'un des plus vieux vestiges de Strasbourg. Trace du Moyen-Âge, ce mur témoigne de l'histoire de la capitale alsacienne. Il a nécessité plus d'1 an de travaux de restauration. Plus d'explications avec Camille Roland. Dans le centre de Strasbourg se cachent quelques traces de l'époque médiévale. Place Sainte-Madeleine, une portion de mur d'enceinte reste l'un des rares vestiges du 3e agrandissement de la fortification de la ville, construite entre 1220 et 1250. Il y a d'abord eu le castrum romain, une deuxième enceinte qui s'est fait plutôt au nord et cette troisième enceinte au sud. Ici, on voit une portion assez complète et assez haute. Il faut savoir que seule la partie basse est médiévale du XIIIe siècle. La partie haute est plus moderne. On appelle moderne une période qui, à partir du XVIe siècle environ. Et on retrouve à l'arrière de cette partie-là les créneaux médiévaux qui ont été mis en valeur. Ils servaient à la défense de la ville. À l'extérieur, il y avait des fossés et on n'était plus dans la ville de Strasbourg, on était à l'extérieur dans la campagne.
Il s'agit d'une construction de briques pourvue de larges merlons et d'un chemin de ronde. On peut y trouver également une arche aménagée en 1913, sculptée de rosettes de style Renaissance, issue de la démolition de l'hôtel de Ratshaushausen. Après un siècle sans restauration, la végétation commençait à envahir le mur et les briques à tomber. Alors la ville a lancé des travaux de rénovation en juillet 2018. On a commencé par faire un diagnostic complet du mur, vérifier quelles étaient les parties les plus anciennes, quelles étaient les parties qui pouvaient être conservées, puisque tout n'a pas pu être conservé. On a essayé de purger à minima et de remplacer les parties manquantes par des briques faites main, artisanales. Un des enjeux du projet était de restituer toute la longueur du mur, puisque avant les travaux, les bâtiments étaient enduits jusqu'au sol. Et donc on avait l'impression de voir quelques portions de mur, alors que maintenant on lit une ligne complète. Le mur, long de 139 mètres et épais de 170 cm, traverse ainsi la ville. Au fur et à mesure des siècles, des bâtiments se sont adossés aux remparts, se servant du mur comme soubassement, comme le foyer et le lycée voisin. L'enceinte a été inscrite à l'inventaire des monuments historiques le 13 juin 1929. Et on termine ce journal avec l'image du jour. Elle est signée Olivier Anne. Une superbe réalisation alsacienne mise en valeur par le site Sputnik News. À 2 pas de la place Rouge à Moscou, le grand orgue de la salle Zariadier est de conception alsacienne et il est monumental. C'est l'entreprise Mühlhausen d'Eschaux qui a réalisé ce chef-d'œuvre de 5739 tuyaux, dont seules 2 rangées de 135 tuyaux sont visibles. Accorder un tel instrument va prendre plusieurs mois. Le concert inaugural est prévu en février 2020. Merci beaucoup Cécile. Et on accueille tout de suite les invités de ce soir. Donc Vera Bossiak nous rejoint avec Emin Anne qui est son invitée. Elle nous parlera de Fizimed, Ouria Yousfi, consul général d'Algérie, et puis Hélène Drouard, auteure. On les retrouve dans quelques instants. Tout de suite, c'est la météo. Célia Merimèche. Voici la météo avec Velmin Froid. Velmin Froid au minéral naturel. Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver pour votre point météo de ce jeudi 10 octobre. On regarde tout de suite ce que nous réserve le temps. Et en matinée, on passe à un temps beaucoup plus calme et beaucoup plus sec. Encore quelques perturbations dans le nord du territoire, notamment du côté de Wissembourg ou du côté de Karlsruhe, mais on verra quand même beaucoup plus le soleil malgré les passages nuageux. Côté Mercure, ça reste encore un petit peu frais en matinée, mais ça va s'améliorer avec le flux de sud qui arrive droit sur notre territoire. Comptez 9 degrés du côté de Saverne, de Strasbourg ou encore de Mulhouse. 9 degrés également chez nos voisins suisses et allemands, 10 degrés la maximale du territoire, ce sera pour Colmar. L'après-midi, pas de grand changement, on retrouvera toujours beaucoup de soleil, notamment sur le centre Alsace, quelques gouttes qui persistent dans le nord du côté de Wissembourg et un ciel encore un petit peu voilé du côté de la région du Bade-Wurtemberg ou encore dans le nord de la Suisse. Mais côté Mercure, ça grimpe et ça ne fera que grimper jusqu'à ce week-end. Comptez 14 degrés prévus dans le nord du Bas-Rhin, 16 degrés ce sera pour Strasbourg, 15 degrés pour Mulhouse et la maximale 17 toujours pour Colmar. On jette maintenant un coup d'œil sur vos prévisions de vendredi avec du beau temps en perspective, un soleil légèrement plus voilé dans le nord, ce sera beaucoup plus lumineux dans le sud du territoire et des températures presque estivales, 20 à 21 degrés en Alsace, 20 degrés chez nos voisins suisses et allemands. Jeudi, nous serons donc le 10 octobre et nous fêterons les Guilins. Le soleil se lèvera à 7h40 pour se recoucher à 18h50. On perdra encore 3 minutes de soleil. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent moment sur Alsace 20 et je vous laisse dès demain en compagnie de Sada. Salut! C'était la météo avec Velmin Froid. Velmin Froid au minéral naturel. Et notre première invitée ce soir est Ouria Yousfi. Vous êtes consul général d'Algérie à Strasbourg. Alors avant de parler dans quelques instants du métier, du quotidien de consul, quelques mots sur l'Alsace. Vous avez découvert cette région il y a à peu près 9 ans quand vous avez pris vos fonctions. Vous aviez quoi comme image de l'Alsace avant ? En premier lieu, je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau. C'est une opportunité pour moi pour remercier tous les Alsaciens pour l'accueil qui m'a été réservé et également saluer la communauté algérienne installée dans la circonscription. Vous allez quitter vos fonctions bientôt, voilà, oui, bientôt, donc c'est pour ça que je profite de ça. Vous savez, avant de venir dans les années un peu la fin les années 90, j'ai eu l'occasion de lire un livre de la défunte écrivaine algérienne Assia Djebbar, qui était membre de l'Académie française. Le titre du livre était « Les rues de Strasbourg ».
Et donc, elle parlait un peu de Strasbourg, de la culture alsacienne, des choses qui nous donnent envie de découvrir cette région et aller à la rencontre des Alsaciens. Le hasard a voulu que, 10 ans après, mon gouvernement me fait l'insigne honneur de le représenter ici à Strasbourg. Donc voilà, c'est une région que je découvre avec beaucoup de plaisir. C'est une très très belle région. Je parlais un peu de l'art, le patrimoine, la culture, la qualité de la vie ici en Alsace et également des Alsaciens. Leur bonté, leur bienveillance envers moi, ça me marque à jamais. C'est quoi le rôle d'un consul d'Algérie à Strasbourg ? Le premier, c'est m'occuper de la communauté algérienne installée dans la région, c'est-à-dire veiller à la protection des intérêts des Algériens. Et également promouvoir l'Algérie sur tous les aspects, l'aspect économique, culturel, social, donc touristique également. Et on a entrepris plusieurs actions dans ce domaine. Par exemple, je vous parle, j'étais invitée ici même dans ce plateau quand l'Algérie a participé comme invitée d'honneur à la foire européenne en 2014. Également faire la promotion de l'Alsace en Algérie et par l'encouragement des opérateurs économiques pour qu'ils s'installent en Algérie, ils investissent en Algérie, par faciliter l'octroi des visas et également créer des liens avec les différents opérateurs algériens installés en Algérie. Il existe un club d'amitié Alsace-Algérie, je crois. Ouais. Oui, justement dans le cadre de favoriser et de développer les relations économiques entre l'Alsace et l'Algérie, avec certains amis opérateurs économiques, on a créé ce club Alsace-Algérie, dont l'objectif, c'est d'aider les entreprises alsaciennes à s'installer en Algérie et les accompagner également dans leur démarche d'installation en Algérie. Vous savez, en parlant du club Alsace-Algérie, dans ce livre dont je viens d'en parler, Assia Djebar parle de la relation Alsagérie. Vous savez, on a un tronc commun entre l'Algérie et l'Alsace. Alsace. Donc voilà, c'est un cadre qui n'est pas rigide de ce club. Donc, pour nous, en dehors de bien sûr les institutions, il y a de la coopération institutionnelle. Par exemple, je parle d'un jumelage entre la mairie de Strasbourg et la mairie d'Oran. Donc il y a des cadres institutionnels de coopération. On a pensé également qu'il y a un autre cadre humain qui n'est pas très rigide, porté par la société civile et par les opérateurs économiques, parce qu'on pense que le cachet humain, le vecteur humain, c'est lui qui va porter ses actions et également lui donner une certaine pérennité. Alors, pour finir, justement, quelque chose d'un peu humain. Donc, on l'a dit, ça va faire 9 ans que vous étiez en poste ici à Strasbourg. Vous quittez votre poste pour retourner en Algérie. C'est la vie de diplomate, c'est ça ce que vous disiez ? C'est ça. Eh bien, je crois que vous aviez un petit mot à faire passer. Ah ben oui, ich hab gern Alsace und Elsasser. Et je remercie tous les Alsaciens que j'aime beaucoup et que je porte dans mon cœur. En allant en Algérie, ils resteront toujours en mon cœur. Et je continuerai à faire la promotion de l'Alsace en Algérie. Merci beaucoup d'avoir été. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Avec nous. Et comme tous les mercredis soirs, c'est tout de suite l'heure de la chronique de Vera Bossiac. Bonsoir à tous. Alors ce soir, je vous fais découvrir un jeu vidéo pas comme les autres, puisqu'il est réservé exclusivement aux femmes. Voici Amy, c'est une sonde pour rééduquer le périnée. Et avec nous ce soir, Emeline, la fondatrice de la start-up Physimed. Bonsoir Emeline. Alors tout d'abord, commençons par la question cruciale, c'est quoi le périnée ? Alors le périnée, c'est un muscle, c'est vrai, pas très connu, qui se situe dans le bas-ventre et en fait qui est régulièrement détendu après un accouchement ou alors suite à la ménopause, mis à mal quand on court ou des choses comme ça. Et c'est important, comme tous les muscles, de l'entretenir tout au long de sa vie.
Alors comment elle fonctionne cette sonde? Est-ce qu'elle est connectée à une application? Est-ce qu'il y a des jeux? Enfin, comment ça marche? Alors en fait, c'est vrai que c'est important de rééduquer son périnée pour éviter les problèmes de fuite urinaire, de descente d'organes et autres, et donc il faut le faire travailler. Et donc nous avons développé une sonde qui permet en fait de rééduquer son périnée chez soi. Donc en fait, il y a cette partie où il y a des capteurs en fait sur la sonde, et on vient capter la contraction volontaire de la femme lorsqu'elle fait ses exercices. Et quand elle contracte son périnée, il y a un signal qui est envoyé directement sur le smartphone de la patiente et elle voit en direct son action. Donc par exemple, elle va pouvoir faire monter une montgolfière quand elle contracte et lorsqu'elle relâche, eh bien la montgolfière va descendre. Donc en fait, il y a 20 mini-jeux qui sont tous calqués sur des protocoles thérapeutiques. C'est vraiment un dispositif médical développé avec des professionnels de santé, mais qui amène en fait une certaine utilisation en fait plutôt ludique pour finalement faire ses exercices. Ensuite, on peut voir ses progrès et on voit que finalement ça va mieux. Et c'est quoi les bienfaits? Qu'est-ce que ça nous apporte de faire ces exercices? Alors en fait, au bout de 3 semaines, quasiment 90% des femmes disent qu'elles voient les premiers bénéfices réels. Donc soit elles ont plus de fuite urinaire quand elles en avaient, soit elles ont moins de lourdeur d'organes, soit elles veulent faire de la prévention, parce qu'on a aussi 40% des femmes qui l'utilisent, qui font en prévention pour ne pas justement avoir de problèmes de fuite et autres lorsqu'elles éternuent, lorsqu'elles sautent ou elles rigolent d'ailleurs aussi. Alors, est-ce que c'est des jeux vidéo dont on peut abuser? À quelle fréquence est-ce qu'il faut l'utiliser? Est-ce que finalement c'est un produit qu'on va garder toute sa vie? Alors, en général, les femmes font 5 à 15 minutes d'exercice 2-3 fois par semaine. Et ensuite, la durée, eh bien, ça dépend en fait de l'importance du problème et si on veut le faire très souvent ou pas. Donc, c'est un petit peu libre en fait à chaque femme de le faire à la fréquence qu'elle le souhaite. Mais en général, c'est 5 à 10 minutes d'exercice. Et c'est un produit qu'on garde tout au long de sa vie, puisqu'en fait, comme je disais au début, le périnée, c'est un muscle important qu'il faut entraîner. Parfois, on commence à s'en occuper après un accouchement parce qu'on se dit ah tiens, au fait ma kiné ou ma sage-femme m'en a parlé, mais on retrouve finalement une utilisation par les femmes jusqu'à 70 ans sans problème. Et en termes de prix, ça coûte combien? Alors ça coûte 199 €, c'est vendu sur notre site web, donc physimed.com, dans certaines pharmacies en ligne, donc on le retrouve dans différents endroits. Merci Emeline. En tout cas, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site qui s'affiche ou sur la page Instagram Physimed. Donc une start-up made in Strasbourg, c'est bien ça? Exactement. Autre actualité, Vera? Anna, est-ce que vous saviez que la mode était la deuxième industrie la plus polluante au monde? J'ai entendu ça. C'est des chiffres qui sont assez horrifiants. Et puis, il y a eu 2 jeunes Françaises qui ont eu l'idée de lancer une application pour nous aider à y voir plus clair. Ça s'appelle Clear Fashion. C'est un peu le Yuka de la mode, c'est-à-dire qu'on va pouvoir savoir si la marque de vêtements est éco-responsable ou non. Il suffit de sélectionner une marque et scanner son étiquette pour l'évaluer et ainsi savoir si elle a un impact positif sur la planète, mais aussi pour savoir si elle est bonne pour nous. Une chose est sûre, c'est que vous ne ferez plus votre shopping de la même façon. Puis vous nous avez amené un autre coup de cœur pour cette semaine. Alors mon coup de cœur de la semaine, c'est le manuel très illustré d'allaitement de Caroline Guillot. Alors l'allaitement, c'est un véritable sujet de société, vous le savez, mais on n'est toujours pas bien formé ni bien accompagné à ce niveau. Et ce livre regroupe un tas d'infos et de réponses à des questions qu'on se pose. Quoi faire si ça ne marche pas? Comment allaiter des jumeaux? Allaiter et le retour au travail. En tout cas, il est bien illustré. Il est à la fois instructif, drôle, rassurant et motivant. Et vous pouvez en ce moment même gagner votre exemplaire dédicacé sur ma page Instagram. Merci beaucoup, Vera. Vous restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants. Merci beaucoup, Ouria Yousfi, d'avoir été notre invitée ce soir. Et on retrouve le plateau d'Alsace Fin juste après la pub. De retour sur le plateau d'Alsace 20 et avec nous ce soir Hélène Drouard, vous êtes auteure et vous nous présentez ce soir votre dernier ouvrage. C'est celui-ci, il s'appelle Balance ton ado. Alors Balance ton ado, c'est un livre qui est plutôt humoristique et qui est basé sur des dialogues avec votre fille, c'est ça? Oui, tout à fait. Balance ton ado relate une année d'échange avec ma fille. Qui avait 14 ans à l'époque. Donc oui, ça se veut tout à fait humoristique. Elle a de la répartie, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, heureusement et parfois malheureusement pour moi.
Et alors c'était quoi le but? Simplement rire et donner quelques instantanés de vie ou ça C'est un livre que j'avais pas du tout prévu de faire. Je travaillais sur d'autres livres et je me suis amusée à poster 2-3 répliques sur mon mur Facebook et je me suis aperçue que ça rencontrait un certain succès. Donc j'ai un petit peu continué et puis comme je travaillais sur d'autres choses, j'ai arrêté et à partir du moment où j'ai arrêté, plusieurs personnes se sont manifestées en me disant mais c'est pas possible, la suite, voilà. Donc je me suis dit bah, pourquoi pas et on va essayer. Donc j'ai proposé le livre, le projet à mon éditeur qui a accepté et c'est parti pour un an de répliques. Alors le but c'est vraiment, déjà je me suis aperçue que ma situation était assez typique. Ma relation mère-ado. Il y a des parents qui pourront se reconnaître certainement. Oui, énormément de retours de maman mais de papa aussi, donc qui se reconnaissaient. Et votre fille, elle en a pensé quoi? Alors ma fille, au début, elle se méfiait un petit peu, elle était sur ses gardes. Je lui ai progressivement présenté les textes, demandé son avis, et au final, je pense qu'elle était plutôt assez fière. Donc dans ce livre, donc vous disiez c'est une année, on passe de toutes les saisons. Oui, c'est ça, oui, c'est une année scolaire. Hein. Donc elle était en 3e à l'époque. Donc on suit un petit peu notre évolution au fil des saisons. Alors voilà, on va évidemment pas toutes vous les lire, mais il y en a une ou deux qui étaient assez courtes et assez marrantes. Vous dites à votre fille tiens, je viens de penser à un truc, et elle vous répond tu sais maman, t'es pas obligée. Ou alors une autre où elle vous dit maman, je ne comprends pas que tu n'aimes pas Harry Potter. Il n'y a pas plus beau manifeste féministe depuis L'Apprenti Sorcier. Cite-moi un seul film où on voit des mecs qui savent se servir d'un balai. Voilà, elle a de l'imagination. Donc il y en a plusieurs pages comme ça. Vous en connaissez, vous, des ados comme ça? Mon frère est pareil. Alors ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, souvent les gens pensent que j'ai vraiment écrit pour les filles, les mères et les filles. Et en fait, ça concerne aussi bien les garçons. Oui, puis il y en a, vous disiez, qui sont parfois étonnés de se dire, voilà, une jeune fille peut avoir, une jeune femme peut avoir autant de réparties, mais en fait, c'est ça, c'est beaucoup d'ados. Mais beaucoup d'ados ont cette répartie, en fait. Hein. Et est-ce que quand on est adulte, on n'oublie pas parfois qu'on a aussi été adolescent, qu'on a été comme ça? Moi, je me rappelle juste que j'étais une ado parfaite. Comme nous toutes, j'imagine. Bah, voilà. Et est-ce qu'il y a une suite, vous pensez continuer un petit peu à développer? Alors là, je suis partie sur autre chose, mais pourquoi pas? Donc Balance ton ado, c'est votre dernier ouvrage, vous en avez écrit une vingtaine à peu près avant, c'est ça? Un peu moins, sur mais des domaines oui. assez variés. Donc là, c'est un des premiers qui est très humoristique, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Et ouais, donc vous disiez, c'était en discutant avec des gens, voilà, vous vous êtes dit, ça va concerner du monde. Ah oui, je pense que beaucoup de parents peuvent s'y retrouver. Et le but, c'est vraiment de dédramatiser en fait la relation qui n'est pas toujours évidente avec son ado. Et d'oser, moi j'ai toujours, il faut oser l'humour. Alors moi je fonctionne vraiment dans l'autodérision. Ma fille, peut-être par mimétisme, est un petit peu entrée dans ce fonctionnement-là. Et j'ai pas l'impression... Ou plutôt, j'ai l'impression que souvent, les parents n'osent pas ce type d'humour, peut-être de peur de se décrédibiliser ou pas, je ne sais pas. Mais j'aurais envie de leur dire que ça permet de dédramatiser beaucoup de situations et de faire retomber aussi pas mal de situations qui pourraient partir en vrille. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. #Balance ton ado, donc le livre d'Hélène Drouard. Merci beaucoup Vera et merci beaucoup Emeline Anne d'avoir été présente sur notre plateau. Et tout de suite, on repart dans l'actualité. C'est Delphine Vespizer qui va vous parler d'Urbex. Elle a rencontré un couple de passionnés. Ça se passe du côté de Rouffach. Salut Pinhunter et bienvenue à Rouffach. Aujourd'hui, nous allons partager la passion d'un couple et ça, on adore. Il s'agit de Marion et Gaëtan. Bonjour les amoureux. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien et vous? Super, merci. Je suis très contente de partager votre passion parce que c'est une passion qu'on n'a encore jamais fait. Peut-être vous ne la connaissez même pas. Ça s'appelle
l'urbex. Alors est-ce que vous voulez bien nous expliquer qu'est-ce que c'est l'urbex? L'urbex, c'est avant tout déjà une pratique illégale, mais on visite tout ce qui est abandonné, c'est-à-dire les hangars, les usines, villas, etc. Donc vous vous rendez toujours sur des lieux qui ont été abandonnés. Mais qu'est-ce que vous y faites au final? On prend des photos, après on aime bien l'adrénaline de se faire prendre ou pas vu que c'est propriété privée. Ok, coup, voilà. Ok. Donc, mais le but c'est d'aller capturer des images. Qu'est-ce qu'elles ont ces images dans des lieux abandonnés? Qu'est-ce qu'il y a de plus? Déjà, elle montre, comment dire, on pourrait expliquer les années d'abandon, les dégradations qu'il y a du début à la fin. D'accord. On essaie de bien trouver les histoires, de tout ce que ça fabriquait, etc. Il y a aussi le principe du temps, il y a quelque chose de mystique, ça fait un peu peur. Il y a beaucoup de sensations fortes, surtout dans certains lieux qui sont un peu hantés, comme on dirait. C'est vrai, ça existe ça? Oui, c'est vrai. Vous avez eu des expériences un peu extraordinaires? Oui, dans un centre de soins abandonné et un asile psychiatrique. Et il y avait vraiment des choses? Oui, c'était assez étrange. On a des preuves vidéo aussi. On a même des preuves vidéo. Incroyable! Donc ça fait 2 ans que vous faites de l'urbex, ça fait aussi 2 ans que vous êtes ensemble en couple. Oui. Est-ce que c'est l'urbex qui vous a rapprochés ou vous ne saviez pas que vous en faisiez mutuellement? Au début on ne savait pas et puis d'un seul coup je lui ai dit j'aime bien visiter les lieux qui sont un peu à l'abandon. Elle m'a dit j'en avais fait auparavant, du coup C'est là qu'on s'est rendu compte qu'on avait la même passion au final. Ça c'est trop beau. Est-ce que vous voulez bien me faire partager votre passion? On va faire un tour? Il n'y a pas de souci. Bon par contre, celui-là il n'est pas hanté hein? Non, celui-là n'est pas hanté. Ok, c'est bon, alors venez avec nous, on sécurise. C'est vraiment impressionnant. Hein. Oui, c'est surtout vachement grand. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut? Quelles sont les qualités pour être un bon urbexeur? C'est comme ça qu'on dit? Oui. Déjà, il faut bien trouver le lieu. C'est déjà la chose la plus difficile. Trouver les bons lieux. Est-ce que entre vous, entre urbexeurs, vous vous refilez les infos? On évite. On évite, ouais. Ah, c'est vraiment individuel hein? On évite en ce moment parce qu'à force d'échanger, les lieux se font trop saccager. Saccagés par qui? Par d'autres urbexeurs ou des casseurs qui, justement, quand on leur donne les lieux, ils y vont et ils détruisent les lieux. Ah, d'accord. Quelle est la meilleure période pour aller faire de l'urbex? Est-ce que vous y allez le soir? Le soir, il y a plus d'adrénaline, comme on dit. C'est les coquins, ils vont ensemble le soir? Justement, l'asile psychiatrique qu'on a fait, abandonné, où il y a pas mal d'objets qui bougent ou des choses comme ça, on l'a fait de nuit. Wow. Quand vous visitez des lieux et que vous avez des expériences un peu bizarres, est-ce que vous avez l'impression par la suite d'être encore suivi ou que tout ça vous colle à la peau? Ça nous est arrivé, oui, justement, depuis une semaine. On a visité un asile abandonné. D'accord. On a touché un objet dans une pièce et on a eu une sensation bizarre, donc après on est reparti du lieu. D'accord. Et depuis ce jour-là, chez nous, à l'appartement, il se passe des choses vraiment étranges. Par exemple, il se passe quoi? J'ai téléphoné à ma maman un soir et je lui ai dit « Maman, écoute, j'ai la bouteille qui se compresse toute seule. » On a une bouteille de banane qui s'est compressée. Une bouteille, comment ça, une bouteille? Une bouteille d'eau? Une bouteille plastique, ouais. Et sans toucher, elle fait kit. Oui. Elle s'est totalement compressée et redécompressée quelques secondes après et totalement regonflée. Et 1 heure après, j'ai mon t-shirt qui était sur la porte qui bouge, comme s'il y a quelqu'un qui voulait rentrer à l'intérieur. À l'intérieur. On l'a filmé. Ah ouais? C'est incroyable. Et bon, et justement, qu'est-ce qu'ils en pensent, vos parents, de tout ça? Ma mère, elle y croit. Mes beaucoup. parents, ils y croient. Moi, j'y crois beaucoup aussi. Mais est-ce qu'ils acceptent que leurs enfants prennent des risques ou vont dans des... C'est pas commun, vous pourriez pas faire du foot ou du basket comme tout le monde, quoi? Moi, elle accepte, mais elle dit juste attention au danger. Attention au danger, aux microbes, etc. Tout ça. Ok. Bon, en tout cas, vraiment, merci de m'avoir fait découvrir ça, je connaissais pas. Et j'ai trouvé ça fantastique. Continuez comme ça, restez beaux et heureux. Et nous, on se dit, Mambresket et à bientôt. D'accord, il n'y a pas de souci. Oh putain! Regarde, c'est tout à fait moi, non mais c'est tout à... Place tout de suite au magazine Au cœur de l'Europe pour tout savoir sur l'actualité de nos voisins allemands du côté de Karlsruhe. Vous pourrez ensuite découvrir l'entreprise de la semaine. Et si vous voulez voir ou revoir cette émission, elle est disponible en replay sur notre site internet. Moi, je vous dis très bonne soirée et demain, vous retrouverez Mathieu Chandillard. Salut! Depuis 2015, le Parlement du Land du Bade-Wurtemberg a imaginé une nouvelle forme d'échange entre jeunes et élus sous le slogan « Ce qui nous motive ».
Ce projet rencontre un vif succès et cette année encore, des conférences régionales sont proposées pour les jeunes. Objectif, permettre de transmettre ses envies pour le futur. La ville de Pforzheim et le conseil des jeunes de l'arrondissement de Lens ont décidé d'organiser leur propre conférence. Une soixantaine de jeunes, face à face, sans tabou, ont donc pu discuter et poser leurs questions aux élus locaux. Mais une chose était certaine pour les jeunes. Avant la réunion, ils ont clairement dit ce qu'ils voulaient. Pour une fois, être pris au sérieux, ils veulent être écoutés et questionnés. Et ce n'est que comme ça qu'on les prendrait au sérieux. Après la présentation du bilan des conférences précédentes, les débats commencent autour de la table, des parlementaires ainsi que des élus municipaux. Was mich beeindruckt hat, war, dass die Jugendlichen nicht, auch wenn sie von der Friday for Future... Ce qui m'a impressionné, c'est que même si les jeunes s'inspiraient du mouvement Friday for Future, ils parlaient en connaissance de cause. Ils étaient conscients qu'il est impossible de supprimer le CO2 et le charbon sans s'interroger de l'impact que cela peut avoir sur le développement économique. Ils savaient qu'une telle décision politique peut aussi avoir des conséquences sur les emplois. C'est ce qui me motive. Je me rappelle à quel point il a été difficile à l'époque de se faire entendre et d'être pris au sérieux en tant que Verts. À quel point nous nous sommes battus pour que ces thématiques environnementales soient prises au sérieux. Aujourd'hui, nous remarquons que les choses peuvent réellement bouger grâce aux jeunes, à Greta Thunberg qui a initié ce mouvement. Petite surprise pour les organisateurs de cette rencontre, le rappeur Samadi s'est invité à la conférence et prend spontanément la parole. Comme porte-parole des jeunes, il offre un poème en vers à la fin de l'événement. Politiciens, prenez avec vous ce que vous avez appris ici, une jeunesse ouverte et debout, une énergie qui veut parler et être entendue, qui parfois se questionne et critique les droits civiques. Ils se déplacent à cette conférence et lancent la tendance. Ces jeunes de l'arrondissement de Lens sont exemplaires. Cela ne doit pas être un mouvement précaire. À l'issue du débat, tous tombent d'accord. La conférence aura permis aux politiciens et aux jeunes d'échanger, de faire de nouvelles connaissances et peut-être même devenir plus compréhensifs avec ses opposants. Le procès contre le deuxième pont du Rhin à Karlsruhe débutera certainement l'année prochaine devant le tribunal administratif de Mannheim. Mais le tribunal administratif supérieur de Koblenz va entendre la plainte du gouvernement la semaine prochaine. La décision finale quant à la construction ou non du pont prendra donc un certain temps. Et le débat ne faiblit pas puisque les Verts de Karlsruhe ont d'ores et déjà présenté leur projet de loi. Il faut prévoir que lorsque le gouvernement fédéral aura retrouvé la raison, plus aucun nouveau projet routier ne sera traité positivement. Il faut réduire la circulation routière, les voitures comme les camions et favoriser les transports en commun. Nous n'avons donc plus besoin de tels ponts sur le Rhin. Tant que le gouvernement ne change pas d'avis, nous devrons résister. La construction de ce pont sur le Rhin n'est pas envisageable. À l'heure où le réchauffement climatique est un sujet brûlant, un tel projet de construction fait débat. Du côté de la CDU de Karlsruhe, l'incompréhension persiste. Vous savez, la discussion autour du climat est importante, mais nous ne pouvons pas tout mettre sur le dos de la protection climatique. Si vous observez le nombre de voitures qui empruntent les routes de Karlsruhe chaque jour, cela représente une augmentation de 7% en 5 ans. Nous ne pouvons pas construire un pont comme ça, nous ne pouvons pas encore ajouter une infrastructure supplémentaire et faire augmenter encore le trafic. Il faut penser au climat, cela ne fonctionne plus. Le prochain conseil municipal de Karlsruhe est prévu le 22 octobre, date à laquelle une éventuelle décision concernant la proposition de loi des Verts sur le pont du Rhin pourra être prise.